Donc bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, un sujet fort intéressant, crypto mining, le minage de la crypto. Je pense que c'est un sujet que certaines personnes, certains auditeurs attendaient depuis un bon moment. Donc on va en parler aujourd'hui, toujours en compagnie de Gabriel. Corey. Samuel et... moi-même, Jean-Philippe. Donc sur ce, bonne écoute. Comme vous savez déjà, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Il était moins bon celui-là. Moins bon. C'est quoi le minage de crypto? Ben, en fait, je pense simplement le cryptage de minot. De minot? Le cryptage De minot? Le minage de crypto. Ah. Donc, comment on pourrait expliquer ça facilement, en fait, c'est que, ben, premièrement, on sait qu'avec la blockchain, avec la crypto, on sait qu'on retire, dans le fond, un membre tiers qui va valider un peu les transactions qui sont faites. Donc là, on fait vraiment confiance, disons, à un code. Mais comment ce code-là va être utile, en fait, c'est que quand on va envoyer une transaction, il va y avoir un certain, si on prend l'exemple avec Bitcoin, problème mathématique à être résolu. Et ça, c'est les personnes justement qui s'occupent de ça, ce sont les mineurs. Et ils vont avoir justement beaucoup d'ordinateurs qui vont se mettre ensemble, ou ça peut être juste un ordinateur, mais plus les problèmes sont difficiles et plus on a d'ordinateurs, plus ça nous permet en fait d'avoir une chance de résoudre ce problème-là. Et puis pourquoi on voudrait faire ça? Justement, de dépenser cette énergie-là, en fait, pour pouvoir aller résoudre ce problème mathématique-là et valider la transaction, ben c'est justement de recevoir un incentive, une valeur additionnée, dans le fond, à ça pour devoir le faire. Et donc, si on prend l'exemple du Proof of Work, qui est le mécanisme de preuve de Bitcoin, ben justement, si on valide les transactions sur la blockchain de Bitcoin, on va recevoir un certain montant de Bitcoin, dépendamment où est-ce qu'on est rendu dans le processus Je de fais une halving. parenthèse. Si vous n'avez pas écouté dans les derniers podcasts, on en a sorti un justement sur c'est quoi la blockchain. Mais là, ce qu'on explique justement, ça vient se connecter extrêmement bien avec l'épisode où on expliquait c'est quoi la blockchain. Donc l'épisode où Gab, le premier épisode que tu as fait avec nous, où tu t'es présenté là, allez l'écouter, guys. Je te laisse continuer. Non, mais je pense que ça faisait brièvement le tour. En fait, comme quand on fait une transaction, souvent, on est porté à payer des frais quelconques, qu'ils soient faibles ou plus élevés. Donc, que ce soit avec, disons, on prend une transaction pour acheter une maison, ben, tu vas payer un notaire pour différentes raisons. Si tu fais une transaction à la banque, ben, tu as des frais dans le fond sur ta carte. Ben, ça, sur la blockchain, étant donné qu'on retire ce tierce partie, ben, comment est-ce qu'on vient encore comme valider nos transactions et pouvoir se fier sur la vérité? Ben, c'est justement en payant ces frais-là aussi pour que les mineurs, en fait, valident nos transactions et que ça soit écrit sur la blockchain. Et puis, eux, ben, c'est de cette façon-là, dans le fond, qu'ils sont motivés, si on veut, à venir résoudre ces équations mathématiques-là qui sont pour valider nos transactions. Ils sont récompensés, dans le fond, avec la crypto de la Les blockchain. block reward, Les non? block reward. Les block reward. Et là, ça se développe de plus en plus. Là, on a des proof of work qui était le premier hein, avec les mineurs. Après, on a eu des proof of des POS, proof of stacking justement, que moi j'aime particulièrement. Ethereum d'ailleurs, il y a un certain temps, c'était après qu'on en parle, donc en fait on peut en reparler vu que justement les choses évoluent. Ethereum n'est plus un proof of work comme au début quand on en a parlé sur les podcasts il y a des années. Ethereum est devenu un POS, un proof of stacking, où tu peux stacker de l'Ethereum pour valider les transactions. Ce qui est intéressant du stacking, c'est que tu n'es plus obligé d'avoir des machines qui minent. Tu as juste besoin de posséder la crypto et créer un nœud de validation. On ne va pas expliquer nécessairement ça là maintenant parce que ça pourrait être juste un autre sujet autour de ça. On a des proof of time, des proof of attendance, des proof of space and time. Donc, il y a de plus en plus de preuves de concept qui se créent, qui devient super intéressante aussi. Et chacun, surtout, je crois, avec leur lot de pour et de contre. 100%. On n'a pas de mécanisme de preuve qui est parfait. C'est pour ça qu'on voit, je pense, de plus en plus cette diversité-là pour en fait, aller explorer les options. Mais ça, c'est la viables. triade de la crypto et de la blockchain. Ben, pas nécessairement de la blockchain, mais la triade de la crypto. La triade de la crypto, c'est tu fais du mining,
c'est plus sécuritaire. C'est plus lent. Alors, la triade, c'est que soit c'est décentralisé. Le but, c'est que ça soit décentralisé, rapide et sécuritaire. Le challenge dans cette triade-là, ce triangle, c'est que tu peux... Présentement, il n'y a aucun projet qui a les 3 à fond. Donc, ils ont toujours 2 vraiment bons sur 3. Par exemple, Bitcoin, C'est quoi les 3? c'est décentralisé et c'est sécuritaire. C'est lent et ça peut coûter cher. Les 3, c'est rapidité. C'est rapidité et coût plutôt, ça va ensemble. Rapidité et coût, décentralisation, sécurité. Un projet comme Solana, extrêmement rapide, quand même sécuritaire, pas tant décentralisé que les gens pensent. Un projet comme Ethereum, plus ou moins décentralisé, ça va. Sécuritaire, par exemple, la rapidité des transactions et les coûts. Donc, ils sont toujours de la misère à aligner les 3 piliers. Et donc, aussi, quand on va sauter, par exemple, habituellement dans un proof of work, souvent, c'est plus décentralisé, plus sécuritaire, mais c'est plus lent et ça coûte plus cher. La plupart des POS vont être moins décentralisés, mais plus rapides. Et normalement, quand même sécuritaires. Ben, des fois, tu vas en avoir, c'est l'inverse. Ils vont être plus décentralisés, rapides, mais moins sécuritaires. Et quand tu changes aussi, par exemple, des proof of attendance, des proof of time and space, ça vient un peu jouer aussi sur ces 3 différents éléments-là. Qu'est-ce qu'il faut réaliser aussi, vu que tu parlais des transactions dans le crypto mining, ce qui est extrêmement important? Tes frais de transaction et tout ça que tu payes quand tu mines, comme le Bitcoin, comment ça se passe? C'est que tu as un nombre maximum d'espace par bloc. Ça, c'est un autre concept que les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi des fois c'est plus cher? Pourquoi des fois c'est moins cher? Tu es dans un train. Imagine, tu prends le métro ou tu prends le train. Dans un train ou dans un métro, tu as un wagon. Dans le nombre de wagons, tu as un nombre de places assises maximum. La blockchain, c'est un train. Mais tu n'as pas le droit d'être debout dedans. Tu dois être assis. Comme un train classique, c'est pas un métro. Tu dois être assis, OK? Il y a un nombre de places maximum dans le wagon. Le wagon part, il amène les transactions. Qu'est-ce qui se passe quand on est en bull run et qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la crypto? Eh bien, les gens surenchérissent. Donc, par exemple, JP va dire, moi, je paye $2 pour rentrer dans le train. Et tout d'un coup, on a Gab qui arrive et dit, moi, je paye 4. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, la blockchain? Ils vont sortir JP et le mettre dans le deuxième wagon. Tiens, voilà, il n'y a plus de place, mais lui, il paye plus cher. Et les gens surenchérissent comme ça, ce qui fait en sorte qu'ils achètent leurs billets de plus en plus cher et qui fait que être dans les premiers wagons qui sont les plus rapides vont te coûter de plus en plus cher parce que les gens surenchérissent. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que tu peux diminuer les frais, tu peux payer moins cher, tu vas juste te faire mettre dans des wagons plus loin en arrière et ta transaction va prendre plus de temps à passer. Mais si tu as le temps, tu t'en fous que ça passe dans 12 heures ou 24 heures parce que tu fais autre chose, tu peux faire ça. Si tu ne payes pas assez, par exemple, ta transaction peut ne jamais passer parce que tu n'as pas assez payé pour avoir une place dans le train. Et des fois, tu payes juste assez, mais tout d'un coup, boum, la demande augmente, il y a beaucoup de demandes et là, finalement, c'était plus assez. Donc, il faut que tu annules la transaction et que tu le refasses. Mais c'est vraiment, il y a un nombre de places limité. Et vu que les gens se battent pour les places et qu'ils payent de plus en plus cher, ben, c'est pour ça que le coût de transaction augmente. Et en fait, c'est des heures de pointe. C'est des heures de pointe. Donc, à certaines heures, ça va être plus achalandé, donc ça coûte plus cher et c'est plus lent. Comme par exemple, si le soir, tu vas prendre le métro à Montréal à 17h, il y a plus de gens qu'à midi. C'est littéralement des heures de pointe. Et il y a des saisons de pointe, dépendant si c'était en bull run ou en bear run, qui viennent affecter les transactions et la vitesse pour les mineurs d'exécuter. Puis ça, c'est aussi vrai pour les mineurs que du proof of staking. Comment on etc. appelle ça, ce train, ce concept? Y a-t-il un nom pour ça? La blockchain. Ça amène une question aussi parce que je me demande avec comme l'adoption de la blockchain, justement, on parlait de ce triangle-là de rapidité, de sécurité et de décentralisation. Est-ce que, avec la majorité des gens avec lesquels vous parlez, vous ressentez qu'il y a un de ces 3 concepts-là que pour la masse, monsieur, madame, tout le monde, ils sentent que c'est moins important qu'un autre Ils sont même pas conscients d'aucun des 3 concepts. Comme en général, monsieur, madame, tout le monde ne comprend pas la blockchain parce que malheureusement, ils n'ont pas reçu l'éducation dessus. C'est normal, personne ne nous a appris. Et les triades et tout ça, qu'en fait, ça doit être pour une crypto entre la sécurité, la vitesse et coût de transaction, puis la décentralisation, ils n'ont aucune idée de ça. Je pense que ce qu'ils entendent le plus et qui excite le plus les gens, c'est «
oh my God, c'est décentralisé, le gouvernement ne contrôle pas. Mais ça veut dire quoi, décentralisé? Qu'est-ce que ça veut dire, décentralisé? Qu'est-ce que tu entends par décentralisé? Tu as entendu décentralisé, ça veut dire quoi? Tu peux, genre, à la fin de la journée, on est des investisseurs. Moi, vous savez que j'adore la blockchain et la crypto. Mais je suis aussi un investisseur. Et je suis capable de dire qu'il y a des projets crypto de merde et qu'il y a des stocks de merde. Et si tu me donnes une belle opportunité pour un terrain dans l'immobilier, je vais la prendre. Alors, en tant qu'investisseur, ça veut rien dire que c'est décentralisé. Genre, it doesn't mean shit. Genre, c'est pas cool que ça soit décentralisé. Ça peut être horrible aussi que ça soit décentralisé. T'as certaines choses qui sont mieux d'être centralisées. So, je pense que les gens, ils ont créé cette utopie autour du mot décentralisé et ils comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. Et pour eux, c'est genre un biais confirmationnel positif. Oui, c'est décentralisé. Doesn't mean shit. Et ça veut rien dire décentralisé en plus en tant qu'investisseur. Ça veut absolument rien dire. Parce que c'est pas le fait que ce soit décentralisé, c'est le contrôle sur l'offre et la demande. Et même si Bitcoin est décentralisé, par exemple, si tu as quelqu'un qui a 2 millions de dollars, 2 millions de Bitcoin, il a un très beau contrôle sur l'offre et la demande parce que c'est lui qui a 2 millions sur 21 millions. Et donc, s'il les contrôle tous et les met pas à vendre et que la demande augmente, ben, il va pouvoir le vendre plus cher. Donc, même en tant que contrôle du prix, comme actif, ça change rien. Que ce soit Bitcoin, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des stocks, ça ne changera jamais rien. Ça, c'est de l'offre et de la demande. Et le principe de décentralisation que les gens se vendent dans la tête en tant qu'investisseurs, ça ne veut rien dire. En tant qu'analyste d'un projet qui aime la blockchain et la crypto, oui. Mais en tant qu'investisseur, doesn't mean shit. Ouais. Puis par rapport au crypto mining, est-ce que toi, tu en as déjà fait personnellement, Sam? Oui, pas pour Bitcoin, pour d'autres cryptos. OK. Puis est-ce que ça fonctionne pour de vrai? Est-ce que les gens font vraiment de l'argent avec ça? Ça fonctionne, mais je pense pas que pour la plupart des gens, c'est optimal. Parce que beaucoup de gens, ils veulent miner parce qu'ils sentent qu'ils vont avoir un revenu passif. Ça veut dire quoi, encore une fois, revenu passif? Tu vois, la plupart des gens ne réalisent pas c'est quoi la différence entre du revenu actif, du revenu passif et du revenu de portfolio. Et ça veut rien dire du tout. Parce que lorsque tu achètes une machine, c'est un investissement. Ce qui compte, c'est ton ROI. Tu peux aller acheter certaines cryptos, les mettre à stacker. Tu vas avoir la valeur de ta crypto qui augmente, plus le stacking qui rentre, plus tu peux faire du stacking liquide qui te permet de prendre cette liquidité et aller faire des prêts et d'autres choses sur le côté. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là, on va jamais. Des prêts dans le monde de la crypto. Non, mais oui, mais là, là on parle de DeFi. Là, tu m'amènes sur un autre sujet, tu vois. Et à la fin de la journée, les gens, ils arrivent et ils vont faire du mining parce que dans leur tête, ça sonne beau. Mais ça veut rien dire du tout parce que en plus, quand tu achètes une machine pour miner, ta machine pour miner, plus tu l'utilises, plus elle perd de la valeur. Tandis que si tu achètes des bonnes cryptos à un moment clé, en plus que tu reçois des retours dessus parce que tu fais du stacking ou des choses comme ça, ta crypto peut gagner de la valeur. Mais une machine de minage va seulement perdre de la valeur avec le temps. Donc, c'est un investissement qui est la machine qui perd de la valeur pour avoir un potentiel retour. Et la plupart du temps, les gens font du mining, mais le ROI est de la merde. T'aurais mieux été d'acheter certaines cryptos et stacker. Ça dépend de plein de choses, encore une fois, mais en général. Des faits qui sont super intéressants que, justement, Roman m'a partagé par message et que je vais vous lire. Parce que, juste pour revenir justement sur la partie mining, Bitfarms, qui est la 8e compagnie justement de mining, la plus grosse par market cap, ont vu leurs revenus chuter dans le fond de 42% au mois de mai. Ouais. Le premier mois complet depuis que le Bitcoin halving est entré en vigueur à la mi-avril. Ça dit aussi que la société a signalé une baisse de production de Bitcoin passant de 263 Bitcoin, donc 18,1 millions de dollars en valeur en avril, à 156 Bitcoin, 10,7 millions de dollars au mois de mai. Puis dans une déclaration du 3 juin, Bitfarms a décrit comme le premier mois complet avec une économie post-halving. Donc la quantité moyenne de Bitcoin gagnée par Bitfarms par unité de puissance de calcul a chuté de 45%, passant de 44 exahashes par seconde à 24. Puis l'événement, dans le fond, qu'on a vu au halving du 20 avril, a vu la rémunération minière du Bitcoin réduite à 6,25 BTC à 3,125 exactement, ce qui a exercé, dans le fond, une pression financière. Exactement. On parle de compagnie, là. Là, on parle de compagnie. On parle de personnes, des fois, là, qui veulent aller tu viens de réveiller Gab, là. Tu viens de réveiller Gab, là. On vient de réveiller le démon. Non, mais c'est exactement, les gens, souvent,
ils entendent ça, ah ouais, je vais commencer à générer des revenus passifs justement en faisant du mining. On parle de compagnies qui ont des centaines probablement là, d'ordinateurs, Des milliers, là. c'est ça, centaines, c'était très minime. Et toi, tu te dis, ouais, je vais faire ça dans mon sous-sol, Ouais. branché avec... Pour Bitcoin, si on parle de mining Bitcoin, c'est littéralement de dire je vais aller faire des cours de boxe avec mon voisin au coin de la rue, puis dans une semaine, je vais aller boxer contre Mike Tyson. Même s'il a X âge. Non, tu sais quoi, c'est pire que ça. Tu dis je vais aller boxer contre Mike Tyson quand il était à son prime, puis qu'il donnait un coup de poing et que le gars avait 3 commotions cérébrales, tu vois. C'est littéralement la même chose. Et le mining, ça, c'est un autre truc qu'il faut prendre en considération quand tu mines. Surtout comme par exemple Bitcoin, que ça tombe c'est que tu es de moins en moins payé. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent avec le mining. Quand justement, ça devient plus cher miner. Par exemple, miner un Bitcoin va être à 68 000, mais le miner leur coûte 85 000, 90 000. Et là, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de moins en moins de mineurs sur le réseau. Moins de mineurs sur le réseau dit moins de sécurité automatiquement. C'est moins décentralisé. Qu'est-ce qui se passe s'il y a maintenant moins de compétition pour avoir des bitcoins? Mais ceux qui restent vont être mieux payés. Et ça, justement, c'est un équilibre. Ça crée une balance entre les deux. Quand il y a beaucoup de mineurs, ils se font moins bien payés. Quand il y a moins de mineurs, tous les autres mineurs se font plus payer. Vu que les autres mineurs se font plus payer, qu'est-ce qui se passe avec les gens? La même chose que quand le marché monte. Tout d'un coup, ça réattire des gens à miner. Mais quelque chose qu'il faut réaliser, c'est que c'est vrai que maintenant, miner dans ton sous-sol avec un ordinateur, miner du Bitcoin, tu es en train de... Les 10 plus grosses compagnies du monde, dont Bitfarm, c'est des trucs malades mentales. Déjà, eux, ils sont en perte. On les a beaucoup étudiés avec Gori et Wassim et avec Gab. Et bon, on va pas nécessairement rentrer dans tous les détails, mais on s'est vraiment posé des questions dans certains moments de comment ils font et quelle est leur vraie intention derrière ça, parce qu'ils sont en perte mois après mois. Donc, leur intention, c'est plus à long terme, c'est sûr. Et après, ce qui nous a intéressé, c'est les compagnies derrière les grosses compagnies de minage. Et là, tu te ramasses avec des JP Morgan, des BlackRock et tout ça. Et qui n'investissent pas en crypto. Qui n'investissent pas, mais qui sont majoritairement actionnaires de ces grosses fermes de minage. Et que ça ne leur dérange pas d'avoir des pertes de centaines de millions à gauche, à droite, mais qui sont en train de contrôler et de miner la plupart des bitcoins qui arrivent. Là, c'est Gori maintenant qui... OK. Ben, quand je faisais mes recherches avec Gabriel, avec Wassim et avec Sam, quelque chose que j'ai découvert, c'est que, évidemment, notre cher BlackRock, encore BlackRock, OK? Qu'est-ce qu'ils font, c'est que... BlackRock. Qu'est-ce qu'ils font, c'est que quand ils font du mining, puis ils ont assez de contrôle, ils peuvent, dans certains cas, refuser certaines transactions. Mais pour ça, c'est si tu possèdes plus de 51% du pouvoir de calcul. C'est vraiment loin d'être le cas encore. Mais oui, si assez d'entités posséderaient le pouvoir de calcul est au-dessus de 51%, ils pourraient refuser certaines transactions et tout. Et c'est vrai que c'est des pools la plupart du temps. Et ça peut être problématique et ça arrive des fois. Mais je pense que c'est là que tu t'en allais. Ouais, c'est quoi des pools? Peux-tu juste expliquer ça? Non, de toute façon, tu y allais. OK. Ouais, c'est ça. C'est des pools de transactions. Puis si on va dire qu'ils ne reconnaissent pas... OK, t'as pas expliqué c'est quoi un pool? Un pool, c'est un bassin. OK? Dans le fond, ils se mettent ensemble et c'est un bassin pour venir justement sélectionner ces transactions et pour ce pouvoir de mining. Il y a des pools publics qui existent où, par exemple, JP... et puis différentes personnes peuvent mettre leur ordinateur ensemble pour avoir plus de puissance de calcul. Et comme une entreprise, diviser les risques. Donc, chaque personne prend maintenant un peu moins de risques parce qu'ils sont 10 ensemble avec leurs 10 ordinateurs, mais ont plus de chances de gagner et séparent le gain. Et il y a des pools aussi comme ça, privés. Donc, un pool, c'est un bassin, justement. Voilà. Ouais. Puis s'ils ne reconnaissent pas une transaction, mais ils ne savent pas d'où que ça vient, cette transaction-là, après un certain temps, quand ils ont assez de pouvoir, comme tu as dit, ils peuvent refuser des transactions. Ouais. Puis c'est ça, je me demandais avec le Bitcoin, est-ce que ça peut arriver ou que, tu vois, les gens ils disent toujours le Bitcoin est décentralisé, c'est décentralisé, mais quelque chose que je commence à remarquer de plus en plus dans certains échanges, ils demandent d'où que cette transaction vient, de quel portefeuille. Dans les derniers mois, il y a eu des demandes sur où ça vient et les gens ne parlent pas trop et c'est vrai que ça, c'est
C'est comme ta banque qui te demande d'où vient l'argent, quoi. C'est Exactement. pas très décentralisé. Ben, aux États-Unis, ils font ça. Aux États-Unis, ta banque, leur banque, ils demandent dans certains succursales pourquoi tu veux retirer cet argent D'où ça vient. ou sinon d'où que ça vient. Puis ça va aller jusqu'à où? Tu vois, C'est ça sûr ma question. qu'éventuellement, ça peut être problématique. Et si on vient penser sur un deuxième... Si on va sur un deuxième niveau de pensée, les gens vont se dire « Non, c'est bon, c'est décentralisé et tout. » Mais nous, ici, à cette table, on sait tous qu'on est ni positif, ni négatif, ni bullish, ni bearish. On est neutre, on est opportuniste. On prend tous les côtés de la médaille pour avoir une vue d'ensemble. Et donc, dire « Non, ça peut pas arriver. » Écoutez, à la fin de la journée, on est dans ce studio, il y a un éclair qui pourrait nous tomber sur la tête présentement, même s'il fait soleil dehors. Est-ce que la probabilité est là? Oui. Statistiquement, toutes les probabilités sont là. C'est très, 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 très minime, mais c'est là. Et dans la situation que tu parles, pour l'instant, ça reste une probabilité plus faible, mais c'est quand même une probabilité qui doucement grandit. Et ça, c'est ce qui fait peur. Parce que si tu avais 0.0001, mais ça passe à 0.0002, après 0.003, ce qui fait peur, c'est plus le fait que cette probabilité augmente légèrement dernièrement. Et donc, oui, ça serait une probabilité, ce qui serait... qui ferait en sorte que Bitcoin serait très contrôlé. Mais en même temps, avec ce qui se passe avec la Chine qui mine comme il n'y a pas de demain, hein, et qui achète de l'or et ci et ça, la réalité, c'est que je pense que... Et ça va peut-être déplaire à beaucoup de gens. Et j'ai été un fan de la décentralisation et je le suis encore. Mais je pense que de plus en plus, les grosses cryptos, dont Bitcoin et tout ça, c'est plus une image de décentralisation. Comme une image de toi qui va voter et qui te dit « j'ai voté ». Oui, mais la Banque du Canada, leur plan économique est déjà élaboré pour les 15-20 prochaines années. Pourtant, on a un nouveau premier ministre environ tous les 4 ans. Ça veut dire que sur un des points les plus importants qui est l'économie, il a des choses à dire, mais le plan global est déjà fait. Et c'est normal. Est-ce que tu voudrais être dans un pays qui n'a pas fait le plan global pour les 20-25 prochaines années? Des business comme Amazon, ils le font pour les 20 prochaines années, 10 prochaines années comme Google. Et c'est des business. Là, on parle d'un pays avec des gens à faire vivre. S'ils ne feraient pas, il y aurait un gros problème. Donc, c'est normal qu'ils le fassent. Mais ça peut te faire remettre en question. 20 ans, c'est littéralement 5 premiers ministres différents. Et donc, tu te poses cette question... Sur ces points-là, quel vrai pouvoir ils ont? Qu'est-ce que ça change que j'ai voté pour cette personne? Si de toute façon, il y en a un nouveau à tous les 4 ans et que le plan économique de la Banque du Canada ou de la Banque fédérale est fait sur 20-25 ans, ce qui est normal, ils ont un pays à gérer. Et là, ça te fait poser, OK, il a des capacités, cette personne pour qui je vote, mais il y a des choses importantes qu'il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire dessus parce que c'est déjà organisé, ce qui est normal. Alors, à quel point ce vote maintenant va amener tous les changements que je veux? Et donc, est-ce que c'est pas un peu une fausse illusion d'un certain côté? Et là, je vais comme plus philosophique qu'autre chose, juste à soulever, à mastermind, à se poser des questions. Mais c'est vraiment ça le but aussi. En fait, c'est toujours comme on a le... Mais la bien, décentralisation, on a les pourquoi, en fait, en bout de ligne. Là. La décentralisation, c'est un peu ça. Est-ce que c'est pas cette fausse image qu'on a poussée vers les gens et qui croient de plus en plus et qui est peut-être pas si réelle? Et je dis pas que ça l'est ou ça l'est pas. Je soulève des questions pour qu'on puisse se poser des questions. Parce que comme Tony Robbins dirait, et c'est une phrase que j'adore, les bonnes questions amènent des bonnes réponses qui amènent une bonne qualité de vie. Et en gros, les bonnes questions t'amènent une bonne qualité de vie. Et je pense que dans ce monde, quelque chose qu'on a perdu, c'est se questionner. On rentre à l'école, on nous apprend des choses par cœur. J'ai vu un sondage super intéressant dernièrement qui expliquait comment, dans le début des années 2000, je ne sais plus quelle société avait fait des tests sur des enfants. Parce que pour eux, un génie, c'était quelqu'un qui est capable de résoudre X, Y, Z situation de façon différente ou quelque chose comme ça. Et ils ont vu que 95% des enfants de moins de 5 ans, à leur âge, bien sûr, ce n'était pas des trucs super complexes, mais pour leur âge, se qualifiaient comme des génies. Et à 7-8 ans, ça tombait à 80%. À 12 ans, ça tombait. Et plus ils rentraient dans l'école, quoi, faut le dire. Ouais, même le marché du travail au fil du temps. Plus ça descendait. Et à la fin, c'était moins de 1% vers 18-20 ans. Alors qu'à la base, c'était pas ça. Et puis, c'était basé justement sur ta façon de penser différemment et tout ça. Et à l'école, on nous a pas appris à penser. À l'école, tu penses pas. À l'école, c'est tu vas, tu as des mathématiques, voilà.
Ça, c'est... Tu comprends même pas c'est quoi la putain de formule. Tu la prends par cœur et tu la mets dans ton test et t'as jamais même pas compris d'où elle vient, bordel. C'est qu'on Tu te vois? dicte comment réfléchir. C'est ça la différence. C'est que tu n'es plus capable de réfléchir à ta propre façon, puis tu finis par perdre ta créativité. Ouais. Puis c'est ça qu'il disait justement. Les genius, c'était leur capacité à être créatifs, Ouais, c'est puis ça. à être capable de réfléchir. Qu'en étant adulte, ben, Je te l'avais envoyé, Ouais, le tu me l'avais truc, envoyé. hein. Et qu'en Ouais. étant adulte, on est juste plus créatif. On perd cette créativité-là parce qu'on est trop ancré à ben, ça, c'est ton job, tu dois faire ça, puis ça devient robotique. Tu le fais de la même façon, tout se fait de la même façon, puis tu perds cette On a créativité-là. l'habitude de se faire guider, surtout. Là, Ouais. C'est ça. Là, quand c'est juste remis à toi-même, Mm. ben, t'as plus c'est plus naturel, en fait, pour toi de Et le c'est faire, là. ça. Tu Et c'est- regardes un point, les entrepreneurs sont créatifs. Pourtant, ils arrivent à avoir, la majorité, un bon succès. Si tu regardes Jeff Bezos, là, le Et succès qu'il a, ironiquement, il y a est beaucoup de créatif. gros C'est un entrepreneurs génie. qui ont C'est un quitté génie. l'école tôt. Et voilà. Et Donc, c'est pas pour bâcher l'école ou ci ou ça, il y a toutes sortes de choses intéressantes. Vraiment, j'amène juste le point, en fait, c'est que je trouve ça intéressant qu'on soit capable, sur ce podcast et avec vous qui nous écoutez, de soulever des questions différentes qui peuvent nous amener à des pensées différentes. Ça peut être complètement l'inverse de ce que tu crois. C'est pas important. Moi, un des plus beaux exercices que j'ai fait à l'école, et je le donne parce que c'était à l'école, donc tout n'est pas mauvais, c'était quand j'avais eu un cours d'initiation au droit. Notre prof de droit, elle nous avait dit, il y avait, c'était la situation pour les gens au Québec, là, quand il y avait eu, j'ai oublié le petit Michael, là, c'était quoi son nom, je sais plus trop quoi. En tout cas, il y a eu une grosse situation au Québec, puis tu avais le parti A, le parti B. Et les gens étaient très divisés. Et elle a dit, OK, qui est avec le parti A, le côté A, le défendant? Puis tout le monde est allé d'un côté de la classe. Qui est avec le côté B? Puis elle a séparé, ceux qui étaient pour celui qui faisait la poursuite. C'était divisé moitié-moitié, c'était vraiment fou. Et les gens, même moi, dans ce temps-là, j'étais ancré sur mon opinion, là. Et elle a dit, super, tous ceux qui se sont mis pour le côté B, vous allez défendre le côté A. Tous ceux qui se sont mis au côté A, vous allez défendre le côté B. Et elle nous a forcés à défendre l'opposé exact de ce qu'on pensait. Et après, en classe, on devait faire comme si on passait devant le juge et tout. Et on a eu comme quelques mois pour travailler dessus. À la fin de la journée, mon opinion a pas nécessairement... Je pensais quand même que lui, de base, que je pensais avait raison. Je ne vais pas donner trop de détails parce que c'est pas important. Mais qu'est-ce que ça m'a fait réaliser, par exemple, c'est que j'avais plein de trucs que j'avais pas vus et que j'avais pas compris. Et si elle m'avait pas fait poser cette question sur exactement, forcé à défendre quelqu'un qui était exactement l'opposé de ce que je pensais juste, puis ça m'a fait réaliser beaucoup de choses et ça m'a fait honnêtement sortir la tête du sable, ce coup-là, parce que je l'avais dans le sable. Il y a beaucoup de choses que j'avais pas réalisées. Et j'étais pas mal plus 50-50 à la fin. Et je pense de venir se poser des questions contradictoires à ce qu'on pense à la base nous permettent de voir des choses qu'on n'a pas vues. Et c'est quelque chose qu'on fait pas assez, ça. Mastermind, soulever des questions, penser. Il y a Pourtant, c'est plus quelque ça. chose qu'on fait énormément. Avec Du l'académie 13. et la communauté. Et le 13 au Et 15, le 13 au 15, c'est juste ça, le 13 Le au 15. 13 au 15 septembre, C'est juste ça. Immersion Québec, Drummondville. Vous voulez être là parce que justement, on va être capable de venir soulever des questions puis vous amener à réfléchir profondément sur vous-même, sur vos objectifs, sur vos buts, sur vos croyances limitantes qui vont vous aider justement à débloquer votre potentiel pour reprendre le plein contrôle de votre vie puis révolutionner justement vos finances. Donc, vous voulez être là, manquez pas ça, réservez votre billet. Vous avez le droit à un invité gratuit, www.learnearn.events. Let's On go. se voit sur le prochain épisode. Merci les gars. Peace. Let's go.